Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Moïse Dosoumou. Il est journaliste au sein du groupe de presse Fraternité et sera face à Gabin Goubiyi, journaliste au sein du groupe de presse Le Matinal. Avec eux, nous essayerons de décrypter le passage des membres du gouvernement devant la représentation nationale jeudi dernier. Nous parlerons de la création de la SRTBSA. Nous parlerons également de la démission des secrétaires exécutifs des mairies et parallèlement des conseillers qui démissionnent de leur parti politique d'origine. Nous parlerons, si le temps le permet, des propos tenus par l'ancien président Thomas Boumyaï pour justifier son activisme politique et notamment son élection à la tête du parti politique Les Démocrates. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub de l'ESAE. Sous le coparrainage de leurs excellences, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, il sera procédé le 17 novembre 2023 à 10h à l'inauguration du Centre d'information et de coordination du marché régional de l'électricité de la CEDEAO à Abomey-Kelevi, en présence des chefs d'État et de gouvernement, du président de la commission de la CEDEAO et des ministres en charge de l'énergie. Avec la construction du Centre d'information et de coordination, l'électricité pour tous en Afrique de l'Ouest devient progressivement une réalité. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entente de cette émission, Moïse Dosoumou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour mesdames, messieurs. Merci d'être dans notre ce samedi. Bonjour également à vous, Gabin Goubiyi. Bonjour Kader, bonjour aux téléspectateurs de Esaü TV. Alors, Moïse Dosoumou, jeudi dernier, les membres du gouvernement étaient devant la représentation nationale pour faire quelques éclairages, notamment par rapport à la nomination d'un Rwandais à la tête de l'ANIM. Cela continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. En tant qu'analyste politique, est-ce que selon vous, les éclairages apportés par le ministre de l'Intérieur vous ont convaincu? Je pense qu'au-delà même de cet éclairage-là, il faut relativiser quand même un peu les choses, je pense. Il faut dire que dans notre contexte, quand on élit un chef de l'État, c'est qu'on lui donne carte blanche dans une large mesure pour gérer les affaires de l'État pendant la durée de son mandat. Et c'est lui seul qui est appelé à rendre compte après, entre ses promesses et ce qui a été effectivement réalisé. Et s'il estime que pour réaliser une promesse, il faut appel à des compétences précises et que, à son niveau, il ne retrouve pas ses compétences sur place, libre à lui d'aller les chercher où il veut. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour le cas de l'ANIP. Il nous a cherché un Africain. Moi, je ne parlerai pas en termes de nationalité. Encore qu'on a plein d'expatriés qui ne sont pas africains, qui sont à des postes sensibles chez nous. Ça peut émouvoir, ça peut se comprendre. Mais je pense qu'il faut qu'on laisse un peu tomber l'émotion sur certains aspects et peut-être profiter de ces expertises-là pour apprendre suffisamment pour qu'il y ait un transfert de compétences d'expertise après le départ de ces gens-là. Il ne faudrait pas que pendant tout le temps qu'ils restent chez nous, qu'on ne soit pas capable nous-mêmes d'apprendre d'eux et de faire mieux après. Vous voyez, dans d'autres pays africains, on a eu des Béninois qui étaient à des postes très élevés. On a eu des Béninois ministres en Centrafrique. On en a connu au Gabon. Et ça a même fait couler beaucoup d'encre et de salive là-bas actuellement. Donc si nous, quand on est ici, et qu'on voit les nôtres à des postes si sensibles ailleurs, que ça ne nous dit rien, donc, il faudrait qu'on ait la même attitude quand on voit d'autres venir ici, nous damer le pied en griffe. Il faudrait qu'on soit à même de l'accepter. L'important, c'est que ceux-là qui viennent, que ce soit pour la cause de l'intérêt général. Et ce serait encore bien mieux si, entre-temps, il y avait une politique de réciprocité. Pendant que le Bénin fait la promotion des cadres rwandais à travers ce poste, on peut toujours négocier par le moyen de la diplomatie pour que les Béninois également soient bien positionnés au Rwanda. Cela ne ferait que gagner les deux pays. C'est peut-être là qu'il faut aller pour que des deux côtés, qu'on ait des nationaux bien représentés. Mais Gabin Goubiyi, est-ce qu'à votre niveau, les élus du Parti politique Les Démocrates n'avaient pas des raisons fondées pour interpeller le gouvernement sur cette nomination-là? Non, mais je pense que le chef de l'État a déjà eu l'occasion, une fois au moins, de se prononcer sur la question. Vous vous rappelez qu'à la faveur de la visite en terre béninoise du président rwandais, Paul Kagame, le 14 avril dernier, la question était apparue à la surface des échanges entre
les deux personnalités, bon, le chef de l'État avait totalement assumé ce choix-là qu'il a fait et qu'il est prêt à appeler des compétences partout où elles se trouvent pour les ramener par ici. Donc, j'estime qu'après que celui qui est l'auteur, le principal, la principale personnalité habilitée, n'est-ce pas, à prononcer ces nominations-là, après son éclairage, je me demande ce que le ministre, ce que l'on veut encore. Dans tous les cas, le ministre de l'Intérieur a sacrifié à l'exercice. Il a réitéré un peu les motivations qui qui justifient en quelque sorte cette nomination-là. Et quand on lit un peu le mémoire qu'il a fait aux députés, qui a circulé bien évidemment sur les réseaux sociaux, on se rend compte que compte tenu de l'expertise qui est recherchée, on n'avait pas le profil par ici. Bon, c'est vrai que les Béninois aussi avaient déposé leur dossier, mais de tous les curricula vitae qui ont été déposés, je pense que le Rwandais présentait plus de garanties de réussir cette mission-là. Donc je pense que l'essentiel, comme l'a dit le co-débatteur, c'est qu'on évalue le chef de l'État à l'aune des résultats qui seront obtenus pour véritablement percevoir la pertinence du choix qui a été opéré. Mais est-ce que les inquiétudes des élus du Parti démocrate n'est pas liées au fichier électoral, à la liste qui va servir aux élections prochaines? Bon, là encore, il est loisible, puisqu'ils sont parlementaires, de pouvoir diligenter une commission d'enquête pour voir un peu, pour aller voir comment les choses se font là-bas. C'est vrai que les inquiétudes peuvent paraître justifiées sur ce plan-là, mais puisqu'ils sont des parlementaires, je pense qu'ils ont la possibilité de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour aller voir un peu si la mission du Rwandais par rapport à l'exploitation ou à la mise en place du fichier électoral offre des garanties de crédibilité, de transparence. Je pense que c'est ce qui a été fait en prélude aux dernières élections législatives où beaucoup de partis politiques avaient exprimé des craintes légitimes par rapport au fichier. Bon, par la suite, ils ont eu accès à la base de données. Je pense que selon leur témoignage, il n'y avait pas péril en la demeure. Donc, la même démarche pourrait être faite pour le Rwandais qui est là. Toujours est-il que l'ANIC n'a pas seulement pour compétence d'établir le fichier. Il y a tout un tas de missions qui sont assignées à l'organe. C'est vrai que c'est ça qui semble préoccuper plus, encore que le Rwandais, lui n'est que directeur, il n'est là pour coordonner. La plupart des collaborateurs sont des nationaux, des Béninois. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas à trop s'inquiéter. Pour autant que nous sommes en face de quelqu'un qui, ma foi, connaît un peu les objectifs qui lui sont assignés. Moïse Dosunmu, on a comme l'impression que l'inquiétude des représentants des démocrates, c'est lié à l'élection générale de 2006. Ils sont inquiets par rapport à la liste électorale. Je pense que si c'était ça leur inquiétude, ce n'est pas fondamentalement la personne du Rwandais qui devrait déranger. Parce que même si on mettait un Béninois là, en parenthèse, un mouvementier bontin, leurs inquiétudes seraient les mêmes. Donc ce n'est pas le fait qu'on ait appelé une autre nationalité qui devrait inquiéter pour le fichier électoral. Ça, quelle que soit la personne comme elle est là, forcément, connaissant un peu la fébrilité de notre personnel politique, et ça vaut également, autant pour les partis qui soutiennent le chef de l'État. Ce n'est pas forcément pour les démocrates. Des deux côtés, il y a la suspicion. Donc ce n'est pas la tête qui a le problème, c'est toujours notre climat de méfiance et tout. Et ça peut se justifier de mille manières, ce n'est pas que c'est de la parano. Mais je pense que pour vaincre cela, bien, pour parvenir à circonscrire ce phénomène, c'est que les gens supposent qu'on peut leur porter des coups lors des élections. Mais la loi permet aux représentants des partis d'être présents à un bureau de vote de l'ouverture jusqu'à la fermeture, jusqu'au même au dépouillement, et de partir avec le PV. Donc il appartient à chaque parti, s'il estime que dans tel bureau, dans telle localité, il y a des craintes, mais que la liste n'est pas crédible, de veiller à mettre des représentants crédibles qui soient sur place du début jusqu'à la fin et qui leur apportent le PV. Il ne faudrait pas laisser ça, le champ ouvert, et après venir pleurer sur de l'eau renversée. Donc, il y a tout cet attelage que la loi a permis, qui leur permet de contourner si éventuellement il y avait des choses pas très catholiques qui se faisaient de ce côté-là. Mais je pense qu'en tant qu'élus du peuple, leurs préoccupations devraient aller au-delà du fichier électoral. Parce que la matière que j'ai l'année est une matière sensible. Nous parlons de l'état de la population, nous parlons des données de notre population. Et ça dépasse largement l'état civil. Et c'est des données qui sont liées à notre souveraineté, qui doivent rester au Bénin, ne pas se retrouver en des mains étrangères. Je pense que les préoccupations des élus du peuple doivent aller jusqu'à ce niveau-là. Et faire en sorte que, même si on a envoyé un nom béninois là, qu'on s'assure qu'ils ne puissent pas manipuler nos données à nos guises, quitte même à les envoyer ailleurs. Je pense que c'est là fondamentalement que doit être notre préoccupation. Faire en sorte que, quel que soit son poste le plus élevé,
qui ne puissent pas manipuler le fichier de sorte qu'il se retrouve dans des mains non autorisées. Alors, pour conclure avec ce sujet, la Gamé Goubi, alors est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que, sans risque de se tromper, les inquiétudes qui subsistent au niveau des démocrates par rapport au fichier électoral, par rapport également aux élections générales de 2006, puisqu'il y a également une question là par rapport à leur absence au sein de la Sénat, cela se dit également. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut dire qu'au niveau de l'ANIP, il ne doit plus avoir véritablement d'inquiétude? Non, je pense que on est trop focus déjà sur les élections de 2026. Bon, c'est légitime de la part de l'opposition. Parce que les enjeux sont de taille, c'est quand même des élections générales. C'est pour la première fois qu'on veut les organiser. Je pense qu'ils ont intérêt déjà à s'organiser entre eux. Parce que le reste, comme l'a dit Moïse, s'il y a des velléités de tripatouiller, d'agir sur le fichier électoral, je pense que déjà, si on avait mis, c'est pas la personnalité du premier responsable qui doit être en cause. On a connu peut-être des fichiers, la liste électorale élaborée par la LEPI, élaborée par le COS, et puis voilà, et d'autres organes qu'on a connus de par le passé. Donc si on est passé de cette étape-là à un fichier beaucoup plus technique, confié à un organe plus ou moins technique, je pense qu'on a déjà avancé pour ce qui est de la transparence, de la crédibilité à conférer à la liste. Donc, les inquiétudes doivent être quelque peu dissipées sur ce plan-là, encore que les élections ne se gagnent pas forcément par rapport à la liste. Je pense que c'est sur le terrain. C'est sur le terrain politique que cela se gagne. Et donc, ils ont peut-être l'occasion, d'ici 2026, de travailler à occuper l'espace politique pour accroître les chances de parvenir à l'alternance qu'ils envisagent de réaliser au sommet de l'État. La situation des AME également a été évoquée au Parlement jeudi dernier. Moïse Dosoumou, qu'est-ce que l'on peut retenir? C'est une question extrêmement délicate, hein. Cette affaire de AME, c'est tout un processus et ça fait grincer des dents. Il y a ceux qui sont contre la réforme. Le gouvernement même s'y est penché un peu. Oui, je pense que même pour le gouvernement, ce n'est pas facile cette affaire-là. Eux, ils ont essayé de trouver une solution qui apparemment ne prend pas encore. Et quand on voit tout ce qu'il y a comme difficulté sur le terrain, les intéressés même, qui sont plus ou moins laissés à eux-mêmes selon ce qu'ils disent, selon certains constats également, les intéressés qui ne perçoivent pas régulièrement leur salaire alors qu'ils ont des aspirants au métier d'enseignant, dans des situations critiques, qui sont dans des zones très éloignées, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas d'assistance. Vous savez que le ventre à famille ne peut pas venir devant une salle de classe et enseigner normalement si déjà il ne mange pas à sa faim. Donc il y a tous ces problèmes. Il y a aussi le problème non pas du profil, mais de l'aptitude à exercer la fonction. Vous pouvez avoir la connaissance et ne pas être apte à transmettre cette connaissance-là. Donc, l'un mis dans l'autre, c'est encore beaucoup de déchets en griffe qu'il faut nettoyer, c'est encore beaucoup de choses. C'est un processus, je pense qu'il faut parvenir avec le temps à faire en sorte que ça devienne potable et que ça puisse servir véritablement notre école. Sinon, au point où on est encore très loin des résultats. Mais est-ce que les explications apportées par le représentant du gouvernement, selon vous, sont nature à convaincre de ce que le gouvernement est si préoccupant de cette question-là? Ils sont bien obligés d'être préoccupés, ça va de soi, parce que c'est eux qui ont apporté cette solution. Et il faut bien donner à notre école quand même des chances que ceux qui sont en situation d'apprentissage puissent avoir le meilleur. On n'envoie pas des enfants à l'école pour qu'ils aient des trucs approximatifs, bien qu'ils soient laissés à eux-mêmes. Donc c'est forcément une question préoccupante. Mais est-ce que c'est le bon procédé? On ne peut pas le dire à l'étape actuelle. Et ils ont tenté d'apporter une solution. Et cette solution cause plusieurs problèmes. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, soit ils vont l'abandonner, soit ils vont la parfaire pour qu'on ait quelque chose de meilleur. Mais je pense que c'est une question hautement préoccupante, hautement sensible, et que sur le terrain, il y a beaucoup de difficultés par rapport à cette affaire. Gamé Goubi, sur la même question. Non, notre école mérite mieux. Vous savez, malgré tous les efforts qui sont faits, on ne sent pas véritablement que le gouvernement a la thérapie qu'il faut pour véritablement régler les problèmes de l'école. J'ai suivi la ministre des 3 ordres de l'enseignement qui ont organisé une conférence de presse pratiquement la veille de cette intervention du ministre en charge des enseignements primaires et secondaires face aux députés. On a comme l'impression que le gouvernement fait des efforts, mais les effets peinent à se faire ressentir. On ne peut pas gérer une école avec une marge aussi considérable de personnes qui ne sont pas habilitées certainement pour la fonction. La question des AME, ce n'est pas ce qu'il faut pour l'école. C'est des gens qui n'ont peut-être pas la vocation d'enseigner, mais par rapport à des situations qu'ils ont vécues, sont obligés d'en faire un tremplin, le temps de trouver mieux. Donc, je pense que ce n'est pas la vraie thérapie pour notre école aujourd'hui. Il y a aussi cette question de pénurie d'enseignants. Qu'on le veuille ou non, le gouvernement aussi a contribué quelque peu à cela. Contribué à ça en ce que
on a besoin peut-être d'enseignants aujourd'hui dans certaines matières qui ont été citées par le ministre. Mais avant de faire la promotion des filières techniques où on dit l'enseignement général, ce n'est plus prometteur, ça n'amène pas à bon port, eh bien, les gens vont délaisser ces filières-là au profit des filières techniques et personne ne veut enseigner aujourd'hui. Donc, ce qui fait que il y a cette pénurie-là qui s'observe à l'heure où nous parlons. Il y a des classes qui sont fonctionnelles depuis la rentrée effectuée le 17 septembre, je crois, mais qui n'ont pas encore de professeurs. Je ne parle pas des écoles qui sont objets d'inondation ou qui subissent des inondations. Il y a des apprenants qui aujourd'hui n'ont pas de professeurs dans certaines localités. Et si on a été obligé de faire appel même à des enseignants retraités, je pense que ce n'est pas ce qui doit être. Donc, le gouvernement... Mais est-ce que tout cela n'est pas lié un peu, Moïse Dossoumo, avec nous, est-ce que ce n'est pas lié un peu à la surpopulation des élèves et des écoliers, lorsque l'on sait que de jour en jour, d'année en année, le nombre s'accroît un peu. Non, vous savez, quand le gouvernement se met aujourd'hui à créer des écoles, à étendre un peu... Oui, le gouvernement étend parce qu'ils sont nombreux, ils deviennent de plus en plus nombreux. Il y a une frange importante d'enseignants qui vont à la retraite chaque année. Donc le corps se dégarnit. Mais dans le temps, il faut pouvoir trouver également la parade. On se dit peut-être qu'on n'a pas les moyens, c'est ce que le gouvernement ne veut peut-être pas dire, ils n'ont pas les moyens de recruter. Parce qu'il faut recruter, former, c'est des charges pour l'État. On n'a peut-être pas les moyens parce que c'est le corps qui constitue pratiquement 80% du personnel de la fonction publique. C'est toute une équation à résoudre et je pense que je n'ai pas l'impression que le gouvernement y est encore. Il y a encore. Moïse Dossoumo. On ne peut pas être surpris en tant que gouvernement de la surpopulation dont vous parlez. Ce n'est pas possible. On connaît les données de notre population, les données chiffrées. On sait comment notre population se reproduit, comment elle se multiplie. On est en droit de savoir qu'à telle échéance... Il y a les assises qui sont prévues très bientôt. Bon, ça c'est notre père du manche. Parlons de la... Est-ce que c'est toute cette considération qui a été prise? L'un dans l'autre, on ne peut pas être surpris en tant que gouvernement de voir des dizaines de milliers d'enfants en situation d'apprentissage. Ce n'est pas possible. Ça, c'est carrément de l'amateurisme. Donc, je ne pense pas que la surprise soit de leur niveau. Mais ils essaient d'apporter une solution qui ne résout pas encore le problème fondamental. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut persister dans cette voie? Est-ce qu'il faut trouver un autre chemin? C'est là la question. Et à l'heure actuelle, il n'y a que qui ont la latitude, qui ont le pouvoir pour prendre les décisions, pour apprécier et pour mettre en exécution. Et pour mettre en exécution. Mais Gabriel, oui, on peut dire que quand même les démocrates remouent un peu l'Assemblée nationale avec les questions orales qu'ils adressent à tout de bras. Et je pense que c'est tant mieux pour notre institution parlementaire qui a souffert, qu'on le veuille ou non, sous la précédente mandature, de l'absence de ces débats-là. De l'absence. Oui, il faut secouer le gouvernement. Je pense qu'ils sont dans leur rôle de contrôle donc, de l'action gouvernementale. Ces questions permettent quand même d'aborder certaines questions, certains pans des sujets qui intéressent l'opinion publique. Aujourd'hui, le gouvernement prend peut-être des décisions, mais on n'a pas fondamentalement une idée de la philosophie qui a guidé à la prise de ces décisions-là. Donc, c'est heureux qu'aujourd'hui, on ait une entité parlementaire qui se préoccupe de comment est-ce que cela fonctionne, qu'est-ce qui a guidé à la prise d'un certain nombre de décisions. Et ça met le gouvernement donc dans une posture de pouvoir bien réfléchir, de pouvoir bien peaufiner les choses avant de les annoncer ou de les mettre en exécution. Alors, Moïse Dossoumo, votre opinion sur cet activisme politique des démocrates? C'est à saluer. Et il faut même que leurs collègues de la mouvance présidentielle prennent des exemples sur eux et fassent de même. Parce que ce n'est pas parce qu'on est député de la mouvance présidentielle qu'on ne doit pas titiller le gouvernement, qu'on ne doit pas l'amener à Ils en ont fait quelques fois la décharge de ces députés-là pour les 4 questions qui ont été abordées. Je pense qu'il y a 3 qui proviennent, surtout la question provenant de l'ANIM, je pense que c'est les députés de la mouvance qui l'ont posée. Enfin, sauf erreur de ma part, bien sûr. Mais ce qu'on constate maintenant, on n'a pas vraiment vu ça lors de la 8e législature. Il faudrait quand même qu'en tant que député, quelle que soit sa chapelle politique, qu'on puisse chercher à comprendre les choses, comment ça se passe. Ce n'est pas le vote des lois qui est seulement la mission du député. On a mis les deux sur le même palier. Vote des lois et contrôle de l'action du gouvernement, c'est le même palier. L'un ne dépasse pas l'autre, l'un n'est pas au-dessus de l'autre. Donc en même temps qu'on vote les lois régulièrement, on doit être à même d'interpeller régulièrement le gouvernement. Cela va de pair selon moi. Cela va de pair selon vous. Alors, on en vient au mercredi dernier où le Conseil des ministres a décidé de la création de la SRTBSA. Moïse Dossoumo, il y aura fusion désormais entre l'ORTB, Ado TV et Ado FM. Selon vous, est-ce que cette création-là est porteuse d'avenir et d'espérance? On ne peut pas le dire tout de suite à maintenant.
Mais c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai été surpris par la décision. Non pas parce que j'estime qu'elle est mauvaise, loin de là, mais j'ai été surpris qu'on en soit venu là. Je pensais quand même qu'avec les réformes prises ça et là, avec les efforts d'accompagnement de l'Office de l'ORTB pour qu'ils puissent quand même répondre de plus en plus aux attentes en termes d'équipement et tout, on voit qu'on est encore très loin du compte. Et même en termes d'équipement, il n'y a pas eu vraiment d'efforts substantiels depuis 2016 pour l'ORTB. C'est carrément les mêmes matériels, si vous faites attention, qui se déplacent chaque fois au niveau de l'ORTB. Au niveau du personnel également, on a une petite tendance au rajeunissement, mais les émissions, la diversité des émissions et tout, on est encore très loin du compte. Quand vous faites une petite comparaison avec les chaînes d'à côté, vous voyez que nous sommes encore très loin du compte. Et dans le même temps, vous avez le CMA, JB, Ado TV, Ado FM, qui font vraiment des efforts pour se mettre à jour avec beaucoup d'émissions interactives, beaucoup d'émissions qui intéressent les jeunes et tout. Si on va vers la fusion, est-ce que tout ça va se résumer à 2 ou 3 chaînes? Bien, on aura carrément une diversité de chaînes thématiques, aussi bien la radio qu'à la télé. J'attends de voir. Mais pour moi, la finalité, qu'il y ait fusion ou pas, encore que la fusion a été annoncée, société ou pas, ce n'est pas ça le truc. C'est qu'on puisse identifier à une télévision, à un média de service public, à des médias plutôt de service public, vraiment dynamiques, qui soient à la page. Parce que quand on compare ce que nous voyons sur notre télé publique, ce que nous entendons à la radio et tout, à ce qui se fait tout juste à côté de nous, nous voyons qu'il y a encore du chemin. Et nous sommes en 2024, bientôt en 2024. Donc si cette fusion peut permettre à ce qu'on puisse rattraper grandement notre retard et que nous ayons nous aussi des émissions qui aillent au-delà de nos frontières, des émissions qui intéressent d'autres peuples, d'autres nations, ce serait vraiment intéressant. C'est le Bénin qui gagne de cette manière-là. Donc si c'est une fusion juste pour le papier, pour rassembler les biens, faire un bloc, et qu'on ne sente pas un changement positif, qualitatif, dans les programmes, dans les émissions, je pense que tout ça n'aurait servi à rien. Ça n'aurait servi à rien. Mais Gamé Goubi, selon vous, on doit s'attendre à une refonte de l'ORTB? Absolument. Je pense que si l'État a cru devoir arriver là, c'est parce qu'un diagnostic a été préalablement fait. On a constaté que ce que l'ORTB propose aux populations, l'offre, les émissions, le mode de fonctionnement ne plaît pas. Mais moi, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on aille vers la formule d'une société anonyme. Les réformes ont été annoncées, qu'on le veuille ou non. Le gouvernement avait affiché son ambition d'acquérir de nouveaux matériels pour un peu donner une cure de modernité à l'office. Donc aujourd'hui, je me surprends un peu que que ça devienne tout de go, cette transition vers une société anonyme où désormais il sera loisible peut-être à vous et moi d'acquérir ou d'acheter des actions ou d'être actionnaire au sein de cette société. En tout cas, on a juste eu l'annonce, on attend. Moi, j'attends des explications du gouvernement sur les réelles motivations de cette décision-là. Toujours est-il qu'il est attendu que l'ORTB redore réellement le blason de la télévision nationale. Je me dis qu'a priori, ceux qui travaillent, j'espère que les emplois seront sauvegardés, bien entendu. Ceux qui travaillent seront dorénavant mieux traités parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, à l'ORTB, vous en doutez, il y a à peine 10% du personnel de la maison qui sont des permanents. Depuis des années, l'ORTB n'a plus jamais recruté. Et ça, c'est la réalité qu'on vit. Ceux qui sont là sont dans des emplois totalement précaires. Et du jour au lendemain, on recrute ou les gens font des stages. Il y en a qui sont en stage à l'ORTB depuis bientôt 2 ans. Donc, tout se fait au mépris même du Code du travail. Donc, alors que c'est un office public. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on confie ça à un privé, parce que je me dis, peut-être l'État sera actionnaire majoritaire, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il est attendu qu'on agisse, qu'on redore le blason de l'office pour proposer une meilleure offre à nos populations. Moïse Dosunmu, avez-vous des inquiétudes avec la nouvelle dénomination, avec le nouveau concept SRTB-SA? Non. Est-ce que le fait que ça prenne la forme d'une société? Si c'est ça qui conduit à la performance, tant mieux. La dénomination, pour moi, importe peu. On a toujours radio-télévision du Bénin. Pour moi, ça me convient. Ce qui pourrait peut-être me gêner, c'est qu'on en vienne à la privatisation. C'est qu'on ouvre carrément le capital pour que le privé soit majoritaire. Là, on n'a plus de médias de service public type. Ça va devenir carrément un média mixte, public-privé. Ce n'est pas très intéressant. Il faut quand même que dans notre architecture institutionnelle médiatique, qu'on ait les médias du service public et les autres médias qui viennent dans la danse pour faire la concurrence. Mais si on n'a que des médias du service privé dans un pays, ce n'est pas très intéressant à mon avis. Surtout que déjà, l'ABP n'existe plus, l'agence n'existe plus. On n'avait plus que l'ORTB et puis la nation, le contenu du service public. Alors si l'ORTB n'existe plus, que c'est fusionné avec nos structures publiques et qu'avec le temps, ça devient privé,
qu'en sera-t-il du quotidien? Est-ce que d'un jour à l'autre, on ne va pas dire également que le quotidien est privatisé, que le Bénin n'a plus de médias de service public? Le comble. Ce sont des questions légitimes qu'il faut se poser. Légitime, avant de revenir pour d'autres questions, légitime, tout à l'heure, vous êtes en train de parler de sauvegarde d'emploi. Est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que vous estimez que cette fusion-là peut faire voler en éclats certains emplois? Bon, je me demande si on est capable de gérer le flux. C'est vrai qu'en temps, quand on avait dissous pratiquement la chaîne de développement BB24, on avait quelques inquiétudes pour les emplois, mais on a été rassuré de ce que tous les emplois, tout le personnel de BB24 serait reversé à l'ORTB, ce qui a été fait. Aujourd'hui, on se demande si les Ado TV, le personnel de Ado FM, Ado TV, qui est reversé au niveau de l'ORTB, on pourra trouver réellement à faire pour tout le monde. Parce qu'il ne faut pas engorger la maison pour que les journalistes soient nombreux, au point où il y en a qui végètent dans une certaine oisiveté. L'essentiel est que le gouvernement travaille à sauver les emplois. Je pense que cela sera fait. Sauf qu'il y aurait la recherche d'une certaine efficacité va faire que certains... Il y a des craintes, si on doit être sincère. Non, honnêtement, parce que le privé a ses exigences. Bon, moi, je me dis que c'est une société anonyme. Même si l'État est actionnaire majoritaire, il y a des paramètres qui vont changer. Et puis, je pense que c'est les meilleurs qui vont tirer la épingle du jeu. Dans tous les cas, les emplois qui étaient là, il y en a qui étaient précaires. Moi, mon inquiétude, si vous le permettez, voilà l'office de médias publics qui déjà nouait une concurrence avec le média privé parce qu'on investissait également le champ où nous autres qui sommes du secteur privé pourraient avoir quelques marges de manœuvre. On devient privé maintenant, c'est que ouvertement, on va nous concurrencer sur le champ de la publicité ou d'autres actions. Je pense que ça aussi, c'est des aspects à voir. Donc c'est ça qui m'inquiète moi personnellement parce que l'ORTB, déjà cela se faisait, même si c'était dans l'informel parce que c'était un office public, mais désormais avec le statut que prend cette société-là, on se demande si on sera fondamentalement différent sur le terrain. Tout à l'heure, dans son opinion, il disait les meilleurs arriveront à tirer leur épingle du jeu. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que pour des besoins d'efficacité, d'efficience, qu'il y ait un petit toilettage qui soit effectué? Si vous ne répondez pas aux attentes, il n'y aura pas de complaisance. Ça, c'est les règles basiques d'une société. Il faut pouvoir répondre aux attentes, sinon vous sortez des effectifs. Mais moi, par contre, contrairement à Gabin qui s'étonne un peu du sort du personnel, il ne faudrait pas qu'on mette trop de monde. Non, je pense même qu'il faut même aller à cela, il faut mettre trop de monde. Parce que nous qui sommes des médias, là, on voit dans quelles conditions nous travaillons ici. À vous tout seul, vous faites le travail de 10-15 personnes. Voyez un peu les médias dans d'autres pays où c'est vraiment développé. Vous avez des rédactions, vous avez 50-100 personnes. Où chacun est dans son monde. Aujourd'hui, vous faites économie, vous faites tout. Vous faites même édition, vous faites même une rédaction en chef, tout, une seule personne. Je pense qu'il faut en venir à ça. On sait quand on recrute un journaliste, on a recruté un présentateur d'émission. Son rôle, c'est de présenter une émission. Donc, avec son équipe de l'émission, il voit le menu. Les journalistes vont peut-être faire les éléments et tout. Et lui, son rôle, c'est d'écrire sa présentation, de venir présenter. Ça s'arrête là. On ne va pas le voir présenter encore le journal. On ne va pas le voir écrire tel papier. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on puisse venir à cette spécialisation au niveau des médias, de sorte qu'une seule personne ne soit pas affublée de tout ce qui est à faire dans nos rédactions. Il faut qu'on en arrive là, ce sont les éléments de performance. Et il faut que ces gens soient très bien. Regardez, même dans d'autres pays, vous voyez que la personne, son rôle, c'est juste de venir faire le 13 heures. Il ne fait que ça, rien d'autre. Il est très bien payé. Ici, vous faites tout. Et vous êtes en deçà, vous êtes très loin de ce que celui-ci gagne. C'est pas normal. C'est aussi un métier valorisant. Non, c'est vrai. Donc, il faut qu'on en vienne là, que pour des émissions précises, qu'on ait des personnes précises, que c'est que ce cadre-là, il est affecté à telle émission, telle et à telle, et qu'on n'ait pas un fou-tout. Et qu'il y ait de la visibilité. Là, on voit les critères de performance. Et à la fin, chacun est très bien payé. Chacun est très bien payé. Oui, Gabin, vous voulez réagir encore? Effectivement, je pense qu'il faut qu'on ait le courage d'aller là. On va espérer que les réformes qui ont été initiées par le chef de l'État, qui sont en cours au niveau du média public, parce que c'est le public, c'est le privé qui m'intéresse. Moi, vous savez, ceux qui sont dans le public d'une manière ou d'une autre sont plus mieux lotis que nous autres. Le privé une place au soleil. C'est le privé qui m'intéresse et je pense que le gouvernement a intérêt à jeter son regard bienveillant, à faire aboutir très tôt les propositions qui ont été faites, même si, objectivement, je le dis, je n'ai pas connaissance de tout ce qui a été fait comme proposition, comme recommandation. Toujours est-il que si c'est pour le meilleur avenir de la profession, qu'on aille vite, parce que le chef d'État, ça fait déjà bientôt 1 an que ce besoin, cette initiative-là a été
a été faite. Et il est à espérer que véritablement on agisse sur les leviers. Il faut bouger les lignes au profit de nous autres qui végétons, n'est-ce pas, dans une certaine insécurité au plan de l'emploi. Il a dit un tas de choses, c'est des réalités que nous vivons. Mais malgré ça, on essaye de donner on le est meilleur dedans de nous-mêmes au et on quotidien. fait avec. Merci à vous, chers confrères. On parlera à présent de la décentralisation. On a observé que depuis quelque temps, Moïse Dosoumou, on a comme l'impression que cette réforme qui a été effectuée dans le secteur de la décentralisation peine à prendre. On a un esprit d'apprendre parce qu'il y a comme un sentiment d'inconfort dans la cohabitation entre les secrétaires exécutifs et les conseillers des mairies et même les maires, à tel enseigne que les SE démissionnent. On en voit où les conseillers se lèguent contre le SE. Cela se fait un peu par des campagnes et des batailles médiatiques ça et là. Selon vous, quel est le nœud du problème, selon vous, Moïse Dosoumou? Je pense que... Cette semaine, par exemple, on a vu à Tokotuna, une SE a été désignée, elle refuse de prendre service, alors que l'autre avait démissionné. Que se passe-t-il véritablement, si on doit le dire ainsi? Voilà, une chose se passe quand même. Je pense que c'était prévisible, c'était prévisible tout ça. Vous voyez, avant, on avait des maires élus et non désignés, élus par le père, des maires vraiment élus, qui étaient vraiment les premiers responsables des communes et non des responsables de nom. Ils avaient toutes les attributions, ils géraient le budget, le personnel et tout le reste. Et ils étaient respectés pour ça parce qu'on voyait en eux l'autorité. Aujourd'hui, non seulement ces maires ne sont plus élus, mais ils sont désignés. Ça fragilise déjà leur autorité quelque part. Au lieu maintenant qu'on les laisse gérer, parce qu'à la base quand même, qu'ils soient désignés maires ou pas, ils ont été élus comme conseillers. C'est-à-dire une notion populaire. Et qu'on les laisse de côté et qu'on fasse venir des cadres tirés au sort pour dire que c'est eux qui ont la plénitude des fonctions, c'est eux qui gèrent le personnel, qui gèrent le budget, et le maire revient maintenant à une fonction carrément représentative et symbolique. Ça ne peut pas prospérer. Vous ne pouvez pas vouloir faire un tandem des fonctions politiques et administratives, ce n'est pas possible. Avant, la seule personne cumulait tout. Et on voyait en ce temps-là que c'était les maires qui étaient sujets à des destitutions, parce qu'ils ne s'entendaient pas entre eux au niveau du personnel politique. Et on accusait tel du détournement, tel de ci, tel de ça. Quand il y a une mangeoire, aujourd'hui, les maires ne gèrent plus le budget, donc ils ne sont plus destitués. Vous avez remarqué ça déjà. Ce sont les SE maintenant qui ont le budget en main, qui gèrent tout, qui sont l'objet de révocation ou de démission. Alors, le problème, ça justifie tout. C'est le profit qui est le problème. C'est pas le profit. La question de passation de marché, c'est pas ça le véritable problème. Les maires qui avaient la plénitude et qui sont mis de côté ne vont pas rester les bras croisés et regarder. Ils vont d'une certaine manière faire pourrir la vie à ceux-là, surtout si ceux-là ne veulent pas aller dans le sens de la collaboration que le maire pourrait indiquer. Celui-là ne va pas rester là assis dans son fauteuil de maire subi. Il serait tenté, encore que le drame, les SE en question ne sont même pas des gens de la localité, c'est des gens venus d'ailleurs comme parachute. Donc les réalités locales, ils ne les connaissent pas forcément. Alors que le maire, les conseillers, ils sont les maires de terre, c'est eux qui connaissent leur localité. Donc ils savent sur quel levier actionner pour faire pourrir la vie à tel Y, Z. Je ne dis pas forcément que ce sont les maires qui sont en dessous de ça, mais la collaboration, ça va de soi. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir à 100% et quand du jour au lendemain un étranger vienne et que c'est lui qui a tout le pouvoir dans votre maison et vous êtes là comme chef de famille, mais c'est l'étranger qui gère tout. Et vous êtes assis, vous le regardez, je pense que quelque part, il y a, et le maire, les conseillers, alors que vous êtes battu d'une certaine manière, il y a mal donne. Vous avez toujours encore... Ça justifie le fait que les maires ne soient plus destitués parce que n'ayant plus rien à gérer, et que ce soit les SE qui soient sur la sellette. Ce n'est pas le profil intellectuel des SE qui pose problème. Je pense que c'est la cohabitation qui doit être assainie, et là, on est encore loin du compte. Tabobi, quelle est votre opinion sur... Non, je pense que je me rends compte aussi, en encore défendant que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation est à l'épreuve des manœuvres politiques. Le cas de Tokotuna, le cas d'Abomey, même si celui d'Abomey s'est réfugié sous la formule classique de convenance personnelle pour justifier sa démission, on voit même qu'il y avait des choses en dessous. Et tous les SE pratiquement sont en proie à ces conflits entre personnel politique et autorités administratives et techniques dont ils sont les porte-flambeaux et tout. Donc, toujours c'est-il que moi, je ne veux pas tout de suite dire que la réforme est mauvaise pour cela. C'est vrai qu'on est peut-être mal parti parce que c'est des gens qui n'étaient pas forcément préparés pour la fonction. Moi, je connais un SE, par exemple. Est-ce que c'est le changement d'habitude qui crée ces situations d'inconfort-là ou
c'est la réforme qui a été mal pensée carrément? Non, la réforme n'a pas été mal pensée. Je ne dirais pas que la réforme n'a pas été mal pensée. C'est peut-être qu'on est mal parti et on n'a pas su calibrer les choses. On était trop pressé parce que l'unanimité se faisait sur le fait qu'on avait passé pratiquement 20 ans de décentralisation aérienne, nos communes peinaient à décoller. Il n'y avait pratiquement pas d'ambition au niveau des maires qui étaient élus pendant tout ce temps-là. Donc on a perdu du temps, c'était un gâchis. Mais il ne fallait pas croiser les bras et ne rien faire. Cette réforme est en train de nous montrer peut-être ses faiblesses. Je pense qu'il faudra agir sur ces faiblesses-là et trouver la formule qu'il faut pour véritablement impulser un essor à nos communes. Maintenant, par rapport à ce qui se passe, il y a des SE peut-être qui n'ont pas la carapace pour tenir, pour chérir des coups politiques, parce qu'on le veuille ou non, ils ont été projetés à leur code de candidat dans un univers politique où tous les coups sont permis, le maire n'ayant plus autre marge de manœuvre, s'attaque au SE, il trouve des moyens pour les contraindre à la démission. C'est ça qui a fait que Dossi Dakbe, qui a été désignée pour remplacer celle qui a démissionné, n'a pas pu. Peut-être, elle a certainement ses raisons, même si nous on a fait la démarche pour l'appeler au niveau du matinal, elle a refusé de décliner les raisons qui justifient ce choix-là. Toujours est-il qu'on sait qu'elle est aujourd'hui chargée de mission du président de l'Assemblée nationale. Peut-être qu'elle a estimé que cette fonction pèse plus que ce que... c'est quand même vrai que celle de la mission du président de l'Assemblée nationale est allée dans cette guéguerre. Bon, vous êtes moins dans la pression du boulot, dans je dirais, le stress quotidien des acteurs politiques et tout. Sûrement que Moïse a la réponse. Encore que tout Cotonou, c'est une commune à statut ordinaire, ça n'a pas la taille de Cotonou, Porto Novo et d'autres communes à statut particulier. Donc, tout ça là, elle a dû agir sur tout ça pour décliner. Je pense qu'a priori, si elle s'est prêtée à l'exercice en déposant ses dossiers pour être dans le fichier, c'est qu'a priori, elle savait que n'importe où le droit l'appelle, elle devrait pouvoir répondre. Je dis bien a priori. Bon, ça c'était en 2022. Même si on l'avait désigné en 2022, elle pourrait refuser de partir. Si elle estime que la destination ne l'intéresse pas. Bon, encore qu'il y a le loisir de le faire. A priori, c'est que vous êtes d'accord au moins sur le principe. Après, il peut y avoir des aménagements. Mais moi, je vois quand même, quand je vois un peu les femmes qui sont envoyées si loin, si elle est déjà en situation de couple, ce n'est pas évident. C'est pour ça que dans la fonction publique, il y a la théorie du rapprochement des conjoints. Parce que quand vous disloquez une famille, quand le mari est à 500 km de sa femme, ce n'est pas très évident que le couple puisse vraiment s'émanciper et aller de l'avant. Ça prend l'éducation des enfants, en prend un coup, l'harmonie du couple et tout ça en prend un coup. Et voir aussi le climat de là-bas, le soleil chaud, la montagne, la poussière, comparé à ce qu'elle a toujours peut-être vécu ici. Tout ça sont peut-être des facteurs qui peuvent l'amener à dire non, je ne veux pas aller dans cette fournaise-là, laissez-moi où je suis mieux là. Ça, je pense qu'à priori, ces raisons ont peut-être milité pour ce qui est d'elle. Mais quand on analyse un peu les raisons qui ont amené à la démission de la précédente, vous voyez clairement qu'entre la SE, l'ancienne SE, le maire, le conseil communal, le courant ne passait pas du tout. Et le drame, c'est que même vous voyez des gens qui viennent dans des milieux, mais qui ne parlent pas la langue du milieu. Et des SE ont déjà dit qu'en pleine session du conseil communal, les conseillers, le maire se mettent à parler la langue du milieu. Et eux, ils sont là, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent que le français. Comment vous voulez qu'ils comprennent ce que les autres se disent? Si les gens sont en train de se moquer de se donner des éléments de langage face à eux, ils ne peuvent pas savoir. Donc, moi, j'ai déjà vu deux ceux qui m'ont dit, mais en plein sein du conseil communal, tout le monde se met à parler la langue du milieu. Et ils sont là, ils ne comprennent rien, ils sont là, ils regardent les gens. Oui, il y a des analphabètes presque dans le conseil. Dans ces conditions, comment vous voulez que le SE qui est censé maîtriser la localité puisse avancer? Et même dans le rang des agents qui sont déjà là avant lui, qui sont plus ou moins inférieurs aux meilleurs conseillers communaux, le devoir de loyauté n'est pas automatique. Donc l'un mis dans l'autre, c'est assez complexe. C'est complexe, donc il faut quand même qu'on y réfléchisse sur cette réforme. Parce qu'à la base, la décentralisation, c'est le pouvoir local. Ce sont les compétences locales. C'est d'abord ça le principe. Donc, tout le reste là, c'est des aménagements. Donc il faut repenser à cette réforme. Moi, je pense. Vous partagez l'avis? Non, je ne suis pas pour qu'on jette tout ça à la poubelle. Je pense qu'on peut trouver des mécanismes même pour ajuster. Pour réajuster, pour faire un réajustement. Voilà. Mais parlons, restons toujours dans les conseils communaux. Comment comprendre que parfois des élus sur la liste d'un parti politique démissionnent de leur parti politique ou parfois décident de quitter telle ou telle autre formation politique? Non, c'est des intérêts. Je pense que rien ne l'interdit. C'est le phénomène de la trahison politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un esprit de trahison politique sur la base de l'élection? Non, c'est le mauvais management. Mauvais management au niveau de nos formations politiques.
qu'on ne se voile pas la face. Les gens continuent de digérer des dissensions nées, des colères nées, des positionnements aux dernières élections législatives. Vous savez, il y en a qui se disent qu'ils sont plus méritants, qu'ils mouillent plus le maillot que d'autres, mais qu'on ne fait jamais leur promotion. Je pense que tout ça concourt à ces mouvements-là, à ce qu'on a observé la dernière fois au niveau du conseil communal de Nati-Tembou, je crois, où 6 conseillers ont déposé leur tablier pour rejoindre le bloc républicain qui est déjà majoritaire au niveau du conseil. Donc je pense qu'il y a un point de management au niveau de nos partis aujourd'hui. C'est vrai, il y a eu la réforme du système partisan. Les partis essayent de trouver la formule pour endiguer le flux de militants qu'il y a, mais j'ai l'impression qu'ils n'y parviennent pas encore. Les tournées initiées par les 2 formations politiques les plus influentes au niveau de la majorité présidentielle, l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain, c'était pour aller calmer les militants, gérer les questions de mécontentement. Mais est-ce que véritablement... Le paradoxe demeure. Est-ce que véritablement les gens ont compris? Donc je me dis, il y a la perspective des élections de 2026, il ne faudrait pas oublier cela également. Peut-être que c'est la reconfiguration de la classe politique qui s'amorce ainsi, parce que les gens sont en train déjà de faire leurs calculs et ils sont en train de voir qu'en 2026, ils risquent de ne pas se retrouver dans les schémas qui sont en train d'être établis. Et donc, ils sont en train de prendre leurs responsabilités comme ça. Oui, de ce mot, y voyez-vous un calcul politicien ou l'expression de mécontentement? Pour moi, c'est les deux. Les deux vont de pair, à mon avis. Parce que l'homme ne reste que là où il est à l'aise, là, il a une certaine assurance au présent et à l'avenir. Quand ce n'est pas là, il a tout fait du parti, mais il a commencé par faire la tête. Ce que Gabin dit est vrai, mais dans le même temps, nous avons un trop plein de militants dans nos partis. Même ça se ressent déjà au niveau des démocrates. Il y a un trop plein de militants. Très peu de postes, très peu d'opportunités. On est obligé de laisser l'immense majorité en rade. Ce n'est que quelques-uns qu'on peut positionner. Le reste, là, ils sont bien obligés de croiser les bras, d'espérer. Et toujours applaudir. Le moins, si le peu qu'on doit exploiter. Le drame, c'est que le peu qu'on promeut, est-ce que c'est vraiment les plus méritants? Voilà. C'est surtout ça le problème. Parce que même si on faisait ça et que c'est vraiment les plus méritants qu'on promeut, les autres également qui estiment qu'ils ne sont pas méritants, même s'ils en sont conscients, ils vont commencer par bouder, aller ailleurs. Parce qu'ils ont quand même servi à quelque chose dans le parti. Donc l'un à l'autre, la question se posera toujours. Très peu d'opportunités, plein de gens, ça mène toujours à des frustrations. Parce que vous avez évoqué son nom tout à l'heure, le parti politique des démocrates a un nouveau président, Boni Yayi. Depuis l'élection de Boni Yayi à la tête de ce parti politique, ça fait couler beaucoup d'encre de salut de part et d'autre. Ça commente de part et d'autre, même hors de nos frontières internationales. L'intéressé lui-même a eu quand même à donner quelques raisons pour justifier cet activisme politique de sa part. Dites-nous, Moïse Dosunmu, Boni Yayi, toujours en politique, président du Parti des démocrates, quel est le décryptage que vous en faites? Je pense qu'a priori, il n'a pas besoin de se justifier. Parce que rien n'interdit ce qui s'est fait. Rien ne l'interdit. Absolument rien. S'il était dans un interdit... Mais ces détracteurs estiment qu'en tant que président d'honneur, il aurait pu rester là, puisque toujours là-bas, il a arrivé à influer la vie de cette formation politique et que... on aurait pu faire la promotion d'un jeune si on ne voulait pas prendre Atchadé ni... ça, c'est l'avis des détracteurs. Il n'est pas obligé de... Et peut-être d'autres militants, qui ne sont pas si emblématiques. Ça peut mettre l'avis de Houndete et consorts, c'est leurs avis. Ce qui est fait, c'est que Boni Yayi a été élu président et rien ne l'empêche de se faire élire président et les présidents. Absolument rien ne l'empêche. Donc je disais à l'entame qu'il n'est pas obligé de se justifier. Donc, maintenant, s'il ressent le besoin de le faire, certainement que lui-même, il a peut-être... des remords? Pas de remords, peut-être qu'il a ses motivations personnelles à lui. Mais ce que moi je pense de cette élection, c'est tout simple, c'est toujours 2026 qui est en ligne de mire. Il faudrait déjà, avant, s'il avait juste fait un mandat et qu'il était peut-être dans la quête de second mandat, je peux comprendre bien, on peut peut-être, disons, dire, bon, il revient en force dans la scène politique parce qu'il veut redevenir chef de l'État. Mais là, il a fait ses deux mandats, il ne peut plus être chef de l'État. En l'état actuel de nos tests, c'est impossible. Mais néanmoins, ça, il est très actif en politique. Pourquoi? La raison est simple, c'est toujours la guéguerre Talon Yayi. Il tient à prendre sa revanche en 2026. La revanche n'est pas qu'il soit élu lui-même, ça c'est impossible actuellement. Mais qu'il fasse élire. Mais qu'il fasse élire, s'il réussit l'alternance, c'est qu'il aura damé le pion. N'oubliez pas qu'en 2016, Talon lui a damé le pion. Et en 2016 et maintenant, ça n'a pas été vraiment la ligne de mire entre les deux. Son objectif à lui était d'être vraiment au cœur. Parce que vous voyez, quand vous prenez la charte des partis politiques, le président d'honneur n'a pas vraiment de décision, n'a pas de poids en tant que tel dans le parti. C'est un titre honorifique. Il ne décide quasiment de rien. Il peut donner des orientations. Oui, mais tout le monde sait que Boni Yayi, quand même. Vous voyez ce qui s'est passé avec la FCBE. Président d'honneur de la FCBE. Paul Moupé, certains sont passés par derrière pour prendre
le récépissé officiel. Boni Yayi n'a jamais vu l'original de ce récépissé. C'est une copie qu'on lui a montrée. Oui, mais justement... Vous voyez tout ce qui s'est passé après. Il a été le premier responsable, mais pourtant... Vous voyez tout ce qui s'est passé dans le temps. Non? Vous voyez tout ce qui s'est passé dans le temps. Il a dû quitter avec certains pour créer les démocrates. Donc c'est pour ne pas revivre peut-être les mêmes situations, avoir l'entière possibilité de prendre les décisions, d'orienter les actions vers 2026, qu'il a dû descendre vraiment dans l'arène et quitter sa posture de président d'honneur. Parce que par le passé, il a fait l'expérience, ça n'a rien donné de positif pour lui. Et pour moi, c'est pour mieux contrôler en fait c'est pour mieux contrôler le parti, mieux prendre les décisions pour qu'à la fin 2026, il ait lui ce qu'il veut comme objectif. Non, moi je pense à l'opposé de mon confrère que Boni Yayi était déjà suffisamment influent. Vous savez, c'est la figure emblématique que vend le parti, qu'on le veuille ou non, c'est la personnalité la plus influente au niveau du parti, les démocrates depuis toujours, parce que c'est la caution morale en quelque sorte du parti. Donc, même en étant président donné, il pourrait agir sur le levier. Qu'à cela ne tienne, rien ne l'empêche de prendre la présidente de cette formation politique, il lui est loisible de le faire. Mais le débat qui se mène autour, et qui l'a amené lui-même à se justifier au travers de cette visite à Dassasoumé, c'est lié au fait que, par le passé, lui-même, encore que rien ne l'obligeait à le faire, a fait la promesse de ce qu'il allait se consacrer à autre chose après ses deux mandats à la tête du pays. Dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, il y a cela, parce qu'on a connu le président Nicéphore Dieudonné Soglo faire de la politique, même se faire élire maire après son mandat à la tête de l'État. On a vu le président Zinsou, Zinsou, qui était président même d'une formation politique. On a vu Mathieu Kérékou, qui après les 17 premières années qu'il a passé sous la Révolution, est revenu même devenir président de la République. Mais le cas de Boni Yayi, qui a même cité l'exemple de son prédécesseur Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est que, contrairement à l'autre, lui, il a fait une promesse presque formelle aux populations de ce qu'il allait se consacrer à autre chose après ses deux mandats à la tête du pays. Donc cela n'est pas à mettre de côté. C'est ça qui a suscité beaucoup plus la polémique. Rien ne l'obligeait à le faire, mais en le faisant, je pense que, et en revenant au devant de la scène, c'est comme si il a déchiré ce serment-là qu'il a fait aux populations, et donc il a mis en péril la crédibilité même de la parole d'une autorité publique de ce Takabi, de ce rang-là. Donc c'est ça qui, moi, de mon point de vue, a alimenté le débat au point de l'amener à se justifier. Sinon, comme l'a dit Moïse, il ne pouvait ne pas le faire, il lui est loisible, et lui-même l'a dit, rien n'interdit de militer au sein d'une formation politique, même si après ces deux mandats, s'il voulait même rentrer dans la scène, sauf qu'il ne pourra plus être président aujourd'hui. Je suis même tombé sur une de ses publications qu'il a faites hier vendredi sur sa page Facebook, en saisissant la communauté internationale par rapport aux élections générales de 2026. Il invite la communauté à pouvoir agir, venir au secours du Bénin, parce qu'il se dit qu'il y a des inquiétudes légitimes vu que le parti Les Démocrates, dont il est aujourd'hui le porte-flambeau, n'a pas de représentants au niveau des instances qui doivent organiser ou gérer ces élections-là. Il parle de la Sénat. Peut-être légitime, parce que dans la semaine, vous avez vu le député Gafari Adéchokan de la 15e circonscription électorale fait une publication sur sa page, même si lui a été beaucoup plus virulent en mettant Taron en demeure, en faisant pratiquement des menaces de ce que le pays serait embrasé si jamais le chef de l'État actuel n'œuvrait à ce que les assises nationales soient organisées. Donc la demande a été faite également par Boni Yayi dans cette publication-là. Toujours est-il que 2026, ça ne sera pas un simple dîner de gala ou une simple partie de plaisir. Ça s'annonce vraiment bouillant, et j'espère que Dieu nous aidera à franchir ce cap-là. Moïse Dosoumou, Talon Yayi, Yayi Talon, le duel nous réserve encore des surprises? Oui, forcément, ce duel n'est pas fini. Il ne finira vraiment qu'en 2026. Pour moi, c'est celui qui va vraiment théoriquement qui remportera une fois pour de bon. Sur le plan de la promesse de Boni Yayi, il n'y a rien à faire. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais sur le plan du président d'honneur, président du parti, ce n'est pas la même chose. Ah bon? Je reviens à ma justification première. Président d'honneur de FCBE. On a vu ce que ça a donné. Un Paul Moupa qui ne pouvait même pas cligner des yeux devant Boni Yayi, qui lui tient tête frontalement, parce qu'il a réussi à avoir le récépissé. Au point que Boni Yayi se décide à quitter le parti. On a vu Paul Moupa seul aller aux élections municipales. On a vu combien de mairies, combien de conseillers il a pu récolter. On a vu Boni Yayi, avec les démocrates, faire campagne ouvertement pour eux. On a vu combien de députés ils ont réussi à avoir. On a vu que dans le même temps, on peut broyer du noir.
C'est deux choses opposées. Quand vous êtes vraiment dans l'arène politique, quand vous avez la plénitude des décisions, c'est différent que d'être président d'honneur. Même si on peut faire, même si comparaison n'a pas raison, faisons un retour en arrière. Quand Nicéphore Soglo était président d'honneur de la RB et son fils président du parti, est-ce que c'est les orientations de Nicéphore que Liari suivait? Non. C'est pas la même chose. Président d'honneur, c'est une chose, président du parti, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas la même prérogative. Donc, Boniaï, Talon. Pour moi, ce débat, bien sûr, Dieu ne prendra vraiment fin qu'à l'issue des élections de 2026. 2026. Kamegoubi, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, que d'une président du pays. Non, je pense que notre classe politique, notre actualité politique a été tellement caporalisée depuis 2011 ou 2012, quand cette affaire de PVI a éclaté, ces deux personnalités qu'aujourd'hui, franchement, il faut rythmer. Je pense qu'il faudrait que les deux parviennent à transcender leur clivage. Il y a une question d'ego également sur ce plan-là pour véritablement œuvrer à l'intérêt du pays. Mais là, il n'y a rien de nouveau. Hein. On a vu ça avant, on va voir ça encore après. Pendant les indépendances, c'était Maga Piti à Omanébé qu'on sort. Après, on a vu un petit Mbedi à Moussou. Après, c'était Soglo et Kérékou. Le drame, c'est que cette guerre-là... Ça va revenir avec d'autres personnes. Ça ne s'arrêtera jamais. Parce que notre histoire l'a montré. On a toujours deux leaders forts qui se battent et se combattent pendant un certain temps avant de s'éclipser et de passer la main à d'autres. Ce sera toujours comme ça. Le drame, c'est que souvent, ces affaires amènent à mettre en veilleuse pratiquement les questions de développement. On l'a vu sous Boniaï, on a passé pratiquement le second mandat à faire des allers-retours entre Paris et Cotonou pour gérer des questions d'empoisonnement, de PVI. Vraiment, franchement, je pense que ce n'est pas bien pour l'image du pays. Et parfois, il faut que quelqu'un parmi eux deux puisse faire profil bas, encore que j'estime pour ma part que fondamentalement, rien ne devrait les opposer si ce n'est des intérêts politiques. Boniaï aujourd'hui a fini ses deux mandats à la tête du pays. Talon, théoriquement, je pense que les assurances ont été données. Il ne reviendra pas en 2026. Mais pourquoi on cherche toujours à contrôler le système? Le pays ne lui appartient pas. Vous ne savez que ce que vous voyez, ce que vous entendez. Vous ne connaissez pas le fond de l'affaire. Vous n'êtes pas dans l'intimité des deux hommes pour savoir ce qui les oppose. Ce qui les oppose ne peut pas être au-dessus de ce qui de l'intérêt du pays. C'est parce qu'ils étaient dans une posture politique que ce qui les oppose est aller forcément dans un intérêt privé. Mais qui nous laisse le pays et à y régler le problème. Je vous ai dit qu'après, on va encore revoir des cas comme ça. Parce que notre histoire politique est ainsi faite. Il y aura toujours des antagonismes. Il n'y a rien à faire. Merci à vous, Moïse Dossou. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein du groupe de presse Fraternité. Merci pour vos analyses. Merci également à Gabin Goubi, qui est journaliste au sein du groupe de presse Le Matinal. Merci à vous pour toutes ces analyses-là, très pertinentes d'ailleurs. Merci à vous, chers amis internautes. On se retrouve demain, dimanche, pour l'inviter. D'ici là, portez-vous bien. Et belle suite de programmes sur ESAE TV. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence a un nom.